un S à sport. Logos FM. Bonjour à tous, nous sommes sur Logos FM pour une nouvelle émission de Avec un S à sport, la meilleure émission 100% sport de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, oh là là, première erreur, attention. Nous avons comme invité ce soir monsieur Pierre Guyot, le président du RC Vichy Football. Bonjour Pierre. Bonjour et merci à vous pour cette gentille invitation. C'est avec grand plaisir, merci à vous d'être venu. Nous avons deux chroniqueurs. Alors, il y a un chroniqueur historique qui revient et on le remercie. Salut Johan Connor, comment vas-tu ? Salut, bien, merci pour l'invitation. Enchanté Fabrice. Ouais. Et écoute, ça nous fait vraiment plaisir. Donc on fait un petit coucou à Noah, dit Piou Piou pour les intimes, et à Nénéna, ils se reconnaîtront ou pas, on sait pas, on verra. Et puis on accueille Louis Genillet, qui n'est pas un inconnu dans les studios de Logos FM, parce qu'il vient de temps en temps pour d'autres activités, d'autres émissions. Mais sa culture sportive lui permet d'être là ce soir. Salut Louis. Salut Fabrice, salut. Bonsoir Monsieur Guyot. Et bah écoute, on va essayer de s'en sortir. Bon, et puis là pareil, on fait un petit coucou à Monsieur Ghislain Genillet. Je ne sais pas s'il est dans le dur, mais en tout cas, voilà, c'est... Ancien chroniqueur. Ouais, ancien chroniqueur aussi. Et il va repasser par là. Alors si je dis s'il est dans le dur, c'est que c'est son expression préférée à Ghislain, donc on lui fait un petit coucou. Donc Monsieur Pierre Guyot, vous êtes là en tant que président du RC Vichy Football. Alors, il faut vous présenter et puis nous dire comment ça se passe au RC Vichy Football. Bah écoutez, merci. Donc Pierre Guyot, je préside l'association depuis le 19 décembre 2020, date à laquelle nous avions été sollicités par la mairie de Vichy pour essayer de nous intéresser au club qui était un peu en difficulté financière. Et lorsque les difficultés financières sont importantes, en principe, le reste n'est pas brillant. Voilà. Donc c'est ce qui nous a motivés. Donc on s'est mobilisé avec une équipe de dirigeants avec lesquels on se connaît de longue date, où on avait pour la plupart fait des carrières professionnelles. On était au début de notre retraite. Et donc on a décidé ensemble, avec l'appui d'un adjoint au maire de Vichy, Jean Almazan, qui avait pris la vice-présidence au sport, un ex-sous-préfet de Vichy, et un sous-préfet qui était très sensible au football, puisqu'il a une très longue carrière de sportif. D'accord. Derrière lui, il a été aussi dirigeant, et c'était un sous-préfet qui avait le BEF, n'est-ce pas ? D'accord. Qui pouvait entraîner jusqu'en national. Il avait entraîné l'équipe B du Stade de Reims. Il a travaillé sur la création du stade du Mans, donc très impliqué dans le football professionnel. Et voilà. Donc il a su nous convaincre de nous mobiliser autour de ce. Mais comment on se laisse convaincre ? Parce qu'il a su nous convaincre, c'est intéressant ça. Déjà parce qu'on est tous sportifs et on était tous footballeurs, donc on était déjà un peu convaincus d'avance, au moins de s'intéresser au club. Mais d'être président, c'est quand même une drôle de tâche. Hein. Mais effectivement, de là... Surtout en 2020. De là à prendre la présidence, c'était pas du tout dans mon tableau de marche, pour tout vous dire. Mais quand on construit une équipe avec des amis, qu'on pilote un peu l'opération... forcément les copains, il n'y a pas beaucoup de monde pour prendre la présidence, et ils m'ont dit écoute, t'as piloté l'opération, allez on y va, mais ensemble, avec Thierry Coutard, c'est ça, avec toi. Avec Thierry Coutard. Et dans un premier temps, nous avions effectivement construit une coprésidence. D'ailleurs, Thierry avait accepté cette coprésidence avant moi. L'idée, c'était que l'un traite de l'aspect sportif et puis l'autre le reste, en fait. Le reste, c'était les finances, c'était le partenariat, c'était toute l'administration du club, quoi. D'accord. Voilà. On va demander à nos chroniqueurs s'ils ont une question, Johan ou Louis. Allez-y. Honneur aux dames. Eh ben, je me jette. Merci en tout cas pour la présentation. J'aurais voulu savoir du coup par rapport à cette reprise de club en 2020, depuis comment a évolué le projet. Déjà de base, peut-être quel est le projet finalement après cette reprise, au-delà de remettre les finances à flot du club, sportivement, parce que voilà, on est dans un SA Sport. Où est-ce qu'en est le RC Vichy aujourd'hui et où est-ce qu'il veut aller ? Alors déjà... en National 2. On n'en est pas là. Vous savez, quand vous reprenez une association de ce type,
Il y avait 370 licenciés, des dettes, un passif qui nous était annoncé de 40 000 euros. En vérité, il était de 82 000 euros. Nous avions d'ailleurs, les prédécesseurs avaient une dette assez importante envers Ghislain Genillet. Je ne suis pas vraiment étonné. que j'avais appelé. Et il m'avait dit, je me rappelle, j'étais avec Thierry Coutard, on était en voiture tous les deux. Il m'avait remercié. Moi, je l'appelais pour savoir précisément quel était le montant de la dette, parce qu'on tirait une ficelle, il y avait une casserole au bout. Et il m'avait remercié parce qu'il m'a dit, écoutez, c'est vraiment sympa parce que c'est la première fois que quelqu'un de Vichy m'appelle. C'est une petite anecdote. Ouais, mais c'est une très bonne anecdote, ça. Mais je me rappelle très bien. Et je lui dis, non, je crois que c'est plutôt à nous de vous remercier. Enfin, même si on n'était pas responsable, on prenait les manettes. Hein. Voilà. Donc, on entretient de bonnes relations avec Ghislain. Il sera ravi de le savoir. Yoann, une question ? Bah, du coup, oui, ça fait ça a une continuité avec ce qu'a posé Louis comme question. Là, du coup, le projet sportif aujourd'hui, c'est quoi ? Est-ce que vous avez l'air d'avoir stabilisé un petit peu la situation ? Alors, c'est ce que donc j'avais pas terminé. Je voulais vous dire effectivement que il y a reprendre une association comme celle-ci, c'est comme si on s'engage sur une entreprise en difficulté. Voilà. Donc, il y a des strates. Il faut faire des fondations. Il n'y avait pas de fondation, il faut déjà commencer par des fondations. Les fondations, c'était d'assainir bien sûr les finances. Donc, faire l'état des lieux, je vous l'ai dit, de 80 000 euros de passif, trouver des moyens de financement. On a fait abandonner certaines dettes, voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des choses, comme dans une entreprise en restructuration. Et puis, on a eu la chance aussi, c'était une période du Covid où on ne jouait pas. Donc il faut dire les choses jusqu'au bout. On avait peu de dépenses, ce qui nous a aussi bien aidés. Et donc on a aussi des partenaires qui nous ont rejoints. La mairie nous a aidés à hauteur déjà du passif qui était annoncé. Donc c'était une bonne nouvelle pour continuer. Ouais. Une bonne nouvelle parce que la mairie mettait déjà pas mal, mais un peu moins que le passif qui était annoncé. Donc la mairie nous a vraiment suivis et continue de le faire. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est normal, ça. Et puis... il manquerait plus que celle-là. Oui, mais enfin, il faut les remercier aussi parce qu'aujourd'hui, c'est pas simple. Les finances de partout sont compliquées, notamment les collectivités. Je comprends. Donc moi, je les remercie chaleureusement, sincèrement. Et donc, on a des partenaires qui nous ont rejoints très vite sur la base d'un projet de reconstruction. Sur le projet, c'était de repartir avec des jeunes. Donc, avec des jeunes, mais il faut aussi des éducateurs. On avait une quinzaine d'éducateurs, une petite vingtaine. Aujourd'hui, on a 40 éducateurs que l'on forme. Donc, on essaie de les formaliser sur les plus petits niveaux pour les tout jeunes, jusqu'au BMF, BEF, etc. Donc, on participe au financement de la formation. Pour ça, il fallait aussi un peu d'argent. Donc, on y va par couche. Mais c'est vrai que sur le plan sportif, au niveau des seniors, beaucoup de joueurs avaient quitté le club parce que quand un club est un peu en déshérence comme ça, les joueurs sont partis sur des clubs voisins souvent et il fallait reconstruire progressivement. Voilà. C'est ce qu'on s'attache à faire, mais il faut du temps. Encore une fois, tant qu'on n'a pas de finances saines, alors aujourd'hui c'est le cas, il n'y a pas de sportif. Voilà, ok, oui. Et alors j'ai envie de rebondir justement sur le fait que vous étiez en train de dire que les joueurs partaient dans les clubs voisins. Est-ce que vous avez réfléchi justement à un partenariat avec des clubs comme QC, comme Belleville, qui finalement, ça se fait dans d'autres clubs, je parle du FC Rion parce qu'on connaît bien, a fait un partenariat avec la SM par exemple, et les joueurs qui n'étaient pas retenus partaient à Rion, et du coup le niveau global de l'équipe de Rion est monté. Aujourd'hui, est-ce que c'est une volonté de la part de Vichy de faire la même chose ou pas du tout ? De retour sur Logos FM, toujours en compagnie de Pierre Guyot, le président du RC Vichy Football. Donc Pierre, vous avez la parole. Répondez à la question très intéressante de Louis. Ça a été une de nos premières démarches, d'ailleurs qui était pilotée par Thierry à l'époque, Thierry Coutard, qui était avec nous. Et l'idée, ça a été de rassembler tous les clubs voisins de l'agglomération et de leur... Ils ont tous été d'accord dès le départ ? Pour venir nous entendre, oui. Ah, super. Super. Mais après, l'idée, c'était d'expliquer
ce qu'on constate maintenant de manière flagrante, c'est que si on veut rivaliser avec la région Rhône-Alpes, il faut qu'on unisse nos forces, et notamment sur les jeunes. Nous, c'était ça la proposition, de faire en sorte que nos meilleurs jeunes du bassin jouent ensemble. Voilà, sur les 14, 15, 16, 17, 18 ans. Et tout le monde nous dit oui, c'est une bonne idée, c'est très très bien. Mais en fait, dans les faits, c'est très compliqué à mettre en place parce que les clubs ne sont encore pas habitués à ce genre de démarche. Et puis, qu'est-ce qui nous a été opposé, on va dire, ou les remarques, c'était des aspects juridiques, des aspects... quand on n'est pas prêt à faire, on essaie de trouver tout ce qui peut on bloquer. trouve toujours des excuses. Alors que la première des motivations, pour moi, c'est l'envie. Ouais. Comme dans un projet d'entreprise, quand on a envie, on a envie. Et Exactement. après, on met les moyens. Mais si on parle déjà des moyens et si on bloque sur les moyens avant d'avoir envie, ça ne marche pas. On en était là. Donc moi, je ne les espère pas du tout, parce que je considère que c'est comme ça qu'il faut agir. Et il est clair que si on arrivait à unir nos forces sur les jeunes, eh bien, à terme, je pense qu'on pourrait aussi unir les mêmes forces sur les seniors. D'accord. Johan, une question ou pas ? T'es pas obligé, mais si tu as une question. En fait, je trouve que c'est intéressant parce que ça ressemble un peu à ce que fait le HBCAM avec un petit peu un système de sélection à l'irlandaise ou avec les meilleurs joueurs qui montent. Et moi, ce que je me pose comme question, c'est que pour que ça marche, parce qu'on entend souvent de présidents qu'il y a une volonté, mais que dans les faits, c'est plus compliqué. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, c'est aussi un petit peu au rôle d'une collectivité qui met des subventions, de dire au club qu'elle subventionne, si vous voulez qu'on continue de vous subventionner à hauteur des montants qu'on vous donne, unissez-vous, sinon on stoppe. Complètement. D'ailleurs, les collectivités, et le maire de Vichy en particulier, seraient assez favorables à ça. Mais il faut que les clubs acceptent aussi la démarche, il n'y a pas. Et effectivement, l'idée, ce serait un financement communautaire. Pour moi, ça aurait du sens, absolument. D'accord. Et notamment sur des jeunes. Ça serait pas compliqué d'avoir des équipes qu'on appellerait, je sais pas, Vichy Communauté Foot, par exemple. Ouais. Et là, on aurait nos meilleurs jeunes. Déjà, démarrer. Vous savez, une longue marche commence par un pas, c'est pas de moi. Ouais. Mais c'est une vérité. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un grand club de football à Vichy ? Et comment ça se fait qu'aujourd'hui vous êtes 9e sur 12 ? Un grand club de football à Vichy. Il faut de l'argent maintenant. Voilà, Il faut beaucoup d'argent. Je sais pas dire, on l'espère. Mais un grand club, c'est quoi un grand club ? Déjà, c'est un club qui est structuré, qui est en état de marche. Vous savez, on va avoir des surprises. Ça, j'en suis convaincu dans les mois, années qui viennent, parce qu'aujourd'hui, le football, et ça, on parlait d'un ami commun tout à l'heure, et avec ce garçon, on se dit depuis déjà une dizaine d'années que le football est en train d'évoluer, et on est en train de scinder le monde professionnel et le monde amateur. Ouais. Et j'ai la réelle conviction qu'on est en train d'accentuer ça. On va, pour jouer à un bon niveau, il faut des moyens. Je rappelle que Vichy, la ville, c'est 26 000 habitants. C'est bien, mais c'est pas non plus... On a le basket. L'Aglo, c'est quoi ? C'est 40, 50 000 ? Un peu plus, 70 000. Ouais, c'est pas mal déjà. Oui, c'est bien. Mais il y a des clubs qui Ouais, tournent. ouais. Voilà, QC qui Ouais. tourne très bien. Vanda Bellerive qui tourne très bien. Il y a de bons clubs autour. Et voilà, donc aussi... Il y a le basket et le rugby, comme vous Et disiez. alors, il y a le basket et le rugby, quoi. Donc, déjà, arriver à mobiliser des partenaires comme on l'a fait, parce que je voulais juste dire que quand on est arrivé, il y avait 2 partenaires. Mhm. Et comme on est transparent, on s'appelait la team, et le T de team, c'est transparence. Donc, il y avait 2 partenaires encore en place, ils mettaient 800 € chacun. Bon, donc on va pas loin. Et aujourd'hui, on a 120 à 130 partenaires. Ouais, c'est bien. Bravo. Alors, bravo. dont de différents niveaux, on va dire. Il n'y a Ouais, pas de bien petits sûr. pour moi. Il y a de différents niveaux. Mais c'est vrai que ça nous aide. Ça nous a aidé déjà à boucher les trous. Et puis maintenant, ça nous aide à avoir des éducateurs, à pouvoir mettre du carburant dans les minibus. Parce que quand vous allez jouer en Ardèche ou à Lyon, que vous mettez 2 minibus et que vous avez 3 voire 4 minibus chaque week-end, samedi et dimanche,
tout ça, ça coûte, ça se fait pas comme ça. Oui, j'imagine bien. Mais après, C'est des vrais budgets. c'est vrai que cette région Auvergne-Rhône-Alpes, elle défavorise les petits clubs qui n'ont pas beaucoup de trésorerie, quoi. Exact, c'est compliqué, donc il faut être prudent. Et donc, pour répondre à vos questions sur l'avenir du RCV en national, tout le monde nous dit ça. Enfin, beaucoup de gens nous disent Vichy, faudrait. Mais alors, Pierre, je vous coupe. Expliquez-moi pourquoi Chamalières est en National 3 et est resté 3 saisons en National 2. Vichy, c'est plus grand que Chamalières, hein. Oui, mais c'est la proximité de Clermont, il y a une densité de population beaucoup plus forte, il y a une densité d'entreprises beaucoup plus importante, il y a, voilà. Et puis nous, enfin je suis désolé, mais je ne veux pas m'apesantir là-dessus, mais quand vous reprenez quelque chose qui est en difficulté, déjà le remettre à flot, il faut du temps. Ouais, ça c'est vrai, vous avez raison. Et après, pour progresser, il faut encore beaucoup de temps. Et voilà. Donc nous, l'idée, c'est quand même, ce serait quand même effectivement d'évoluer, au moins remonter en R1, en sachant qu'aujourd'hui, on est encore menacé par la R3. Il en descend combien ? Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il en descend combien ? 2 au moins, voire 3. Ah, vous êtes bon là ? Pour l'instant, mais il reste... faut pas se tromper, quoi. Ouais. Il faut pas se tromper. Vous savez, l'année dernière, on est descendu, il y avait 5 descentes. D'ailleurs, on a fait un bon championnat. Nous étions 7e ex-aequo, et il en est descendu 5. Et nous étions le 7e ex-aequo qui est descendu pour un but. Contre Gaulle. Gaulle nous avait battu 3-0 et on les avait battus 3-1. Et c'est ce petit but qui a fait qu'on descendait. Donc voilà, il faut être réaliste. Qu'est-ce que vous pensez de... Après, je laisserai la parole à mes chroniqueurs. Qu'est-ce que vous pensez de la Ligue 3 ? Ils veulent créer cette Ligue 3 professionnelle. Alors ça va tuer les clubs de N2, de N3, quoi. Ça correspond à ce que je vous ai dit. Ouais, exactement, ça me fait penser à ça. Ça correspond à ce que je vous ai dit. Donc la Fédération française de football ne veut plus de clubs amateurs en championnat national. Le message est clair. Exact. Et je vous ai pas dit que j'ai sorti ça depuis que cette N3 va être en place. Hein. On dit ça depuis 10 ans. On le voit arriver progressivement. Voilà. T'en penses quoi, toi, Johan, de tout ça, économiquement ? Bon, sportivement, c'est sûr que c'est compliqué, mais économiquement, ils sont en train de faire le tri. Ils veulent laisser les petits clubs de côté, tout simplement. Je pense que oui, parce que tu vois, là, tu voulais. On va peut-être parler de Tours. Ouais. En fait, je pense qu'il y a des cas de clubs qui ont laissé des grosses ardoises et je pense que les instances, elles en veulent plus de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle 600 000 à Tours. Hein. En fait, je pense que ce qui est voulu, c'est soit tu veux faire de l'amateur et en gros c'est très bien, mais voilà, tu gères ton truc entre copains ou avec du local, soit tu as un vrai projet pro ou semi-pro et là par contre, ils vont mettre des standards, etc. à respecter. Je pense que c'est la volonté. Ouais. Oui. Oui, non, moi je pense que ça va au-delà de ça, c'est que la Ligue 1 aujourd'hui se bat contre des mastodontes, la Première Ligue, la Liga, qui sont des championnats très relevés, et aujourd'hui pour relever le niveau de la Ligue 1 aussi, il faut qu'il y ait des clubs qui soient compétitifs, c'est-à-dire qu'ils aient des centres de formation très compétitifs avec des jeunes, et les jeunes, ça les intéresse de moins en moins de joueurs nationaux, parce qu'il y a un vrai gap entre la Ligue 2 et les équipes d'en dessous, notamment la Division 3. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des joueurs qui effectivement excellent en Division 3, arrivent en Ligue 2, commencent un petit peu à peiner. Et je pense qu'avoir une Ligue 3, justement, va permettre tout de suite d'avoir des jeunes qui vont être dans le bain et qui vont pouvoir relever le niveau et arriver sur des championnats avec un niveau plus élevé et donc attirer de meilleurs joueurs et in fine avoir une Ligue 1 beaucoup plus compétitive. Johan ? Dans le rugby, ils ont fait ça là, avec c'est l'élite, non ? Ou la nationale ? Ouais, c'est la nationale, ouais. Est-ce qu'on ressent des résultats très nets d'une augmentation du niveau ? J'ai pas la sensation que le top 14 et la Pro D2 soient plus compétitives ou que le niveau est vraiment augmenté par rapport à l'Angleterre, par exemple, qu'on a autant de mal à battre les Anglais en Coupe d'Europe, hein, même si on gagne plus de Coupe d'Europe qu'à une époque peut-être, mais est-ce que c'est la nationale qui en est responsable ? J'en suis pas sûr. Donc, mais après, c'est un pari, si tu n'essayes pas, tu sauras pas. Mais c'est vrai que la petite différence entre le rugby et le foot, c'est que la Ligue 1 est vraiment en deçà largement par rapport à ses voisins, alors que le rugby, c'est quand même c'est le meilleur du monde. Ouais. Oh, peut-être pas, mais ça fait partie en tout cas. Presque. De retour sur Logos FM, toujours en compagnie de Pierre Guyot, le président du RC Vichy Football, et de Louis Genillet et de Johan Connor. Donc on parlait du Tours FC, qui a 600 000 € de dette et qui malheureusement arrête. Toutes les équipes sont... Alors ça c'est pareil, on peut en parler parce que ils auraient pu quand même laisser les joueurs, les jeunes au moins finir leur championnat, quoi, mais ils ont tout arrêté. Et donc
revenir, c'est un club de R1 quand même. On n'est pas en train de parler d'un club de Ligue 2, quoi. C'est un club de R1 qui a 600 000 € de dette. Vous en pensez quoi, Pierre? Vous en pensez quoi de ça, hein? Avant toute chose, ce qu'il faut, c'est quand même gérer ces clubs financièrement. Ils avaient mis la poussière sous le tapis un peu avant, non? Peut-être, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé avant, mais c'est tout ce que je veux pas faire avec, ce qu'on ne souhaite pas faire avec l'équipe de dirigeants, avec Vichy. Ça c'est clair, on ne va pas partir dans des trucs qu'on ne maîtrise pas. Et je pense qu'il y a eu une absence de maîtrise, certainement, pour arriver à cette situation. Et il faut être quand même très prudent, parce que nous ne sommes que des amateurs, et que ce soit Tours, mais quand on joue un R1, qu'on soit Tours ou Vichy ou Rion, on est amateur. Donc il faut quand même, avant tout, avoir des finances qui puissent permettre d'évoluer au niveau où on est. Vous êtes pour ou contre les primes de match, ou ou alors, bon, les fixes. Voilà. Alors fixe, ça non, existe, mais... non, là je suis archi contre. Et je suis tellement pas favorable à ça que nous avons mis une action en arrivant. En plus, on n'avait surtout pas les moyens de mettre même pas des petites primes de match. Ouais. Mais on a développé une action sur l'emploi. L'idée, c'était d'aider les jeunes, les joueurs, ou des gens qui sont en proximité, parce qu'on a un petit peu élargi, à accéder à l'emploi. Alors forcément, c'est bien, ça. C'est quelque chose qui marche formidablement bien. Vous avez 2 chefs d'entreprise à côté de vous, là. Ben voilà, et moi je viens du monde de l'entreprise aussi. C'était une passion. J'avais créé en 94 une structure associative qui s'appelle ADEF+, et qui fait de l'intérim d'insertion. Je connais. J'en ai été président pendant 10 ans. D'accord, je savais pas. Et le président fondateur. Bravo. Félicitations. Avec Philippe Auriol qui en était le directeur. Et donc j'ai toujours été sensible à ça, pour la bonne et simple raison que j'ai eu de la chance d'avoir un métier passionnant. Et je me disais, on n'a pas le droit de se désintéresser de ceux qui sont au bord de la route. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et bien, on fait la même chose au club. C'est-à-dire qu'on accompagne des gens dans leur démarche, dans leur recherche de travail. Les plus jeunes, les petits, en 3e sur les stages d'une semaine d'accès, de découverte des métiers. Et puis, les plus grands pour accéder à l'emploi. J'ai professionnalisé la démarche. On a professionnalisé la démarche. Et j'ai des partenaires dans le recrutement ou dans le travail temporaire qui sont à nos côtés, qui nous aident. Alors forcément, ça marche bien, parce qu'on se comprend bien, il n'y a aucune concurrence entre nous. Le seul souci, c'est d'aider les gens, et ça marche. Et l'année dernière, pour avoir quelques chiffres quand même, nous avons accompagné 52 personnes. Donc notre échelle, c'est plutôt pas mal. Bravo. Dont 18 alternants. Vous savez, j'ai les chiffres et tout est suivi. L'année d'avant, 42 et la première saison, 30. Forcément, ce qui marche... Il y a des présidents qui feraient mieux d'avoir des chiffres comme ça et de les suivre un peu plus, mais c'était juste une parenthèse. C'est une bonne alternative, justement, à ce qu'on disait aux primes, à la rémunération, etc. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ça doit attirer du joueur aussi, sûrement, quand même, mine de rien. Ça devrait... Alors, ça... Pour l'instant, ça ne nous apporte pas ce qu'on attend vraiment. D'ailleurs, en interne, certains me disent « Ah, mais tu passes beaucoup de temps » parce que j'y passe énormément de temps. Mais moi, ça m'amène des satisfactions extrêmement fortes. Pas plus tard que vendredi, j'ai un jeune garçon à qui on a mis le pied à l'étrier il y a début janvier. Il avait fait 2 ou 3 semaines en intérim dans une entreprise qu'on connaît bien. Et puis, ce garçon est bien, est sérieux, il a fait son travail. Et en accord avec l'entreprise, eh bien, depuis ce matin, il a signé son CDI. Ah, c'est top, ça. Donc, oui, bravo. J'ai beaucoup d'exemples. J'ai un garçon qu'on a aidé en apprentissage dans un premier temps pour passer son bac. Ouais. Et puis l'année d'après, cette année donc, eh bien, il est en BTS, toujours dans le cadre d'un apprentissage, avec un organisme de formation qui s'appelle l'AFTRAL, pour préparer son BTS. Mais tout ça, je l'ai emmené visiter l'école. Enfin, c'est un travail. C'est un gros travail. Bravo à vous. C'est aussi je dirais le job d'un club, que ce soit de foot, de hand, de basket, etc. C'est aussi favoriser l'insertion sociale de chacun. Et faut pas oublier quand même que ce sont des clubs, ce sont des associations derrière. Et l'objectif d'une association quand même derrière, c'est d'accompagner tout le monde dans son élévation sociale, pas que avoir des profils... et du sport connecté directement au sport. Je pense que c'est très bien et félicitations au club de Vichy. Super.
Non mais c'est vrai. Félicitations vraiment. Moi je voulais parler, j'en profite aussi parce que là c'est l'actualité. Hein, c'est le geste de Fonseca, le coach de l'Olympique Lyonnais, qui vient mettre son front contre celui de l'arbitre Monsieur Millot, hein, je crois c'était. Putain, ça va tirer à blanc. Ça va tirer à blanc parce que là franchement tout est permis quoi. Et puis ce qu'il y a c'est que ces gens-là se rendent pas compte, mais il y a des enfants qui les regardent. Donc le dimanche, après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la violence sur les terrains. Ce serait quoi sa juste peine à lui, Johan ? Sa juste peine ? Moi, je pense que déjà, il faudrait taper dans le portefeuille, mais fort. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait sanctionner l'OL. Pour moi, c'est une faute professionnelle. C'est-à-dire que... Ça, c'est une bonne idée. Ça, non, mais en fait, clairement, on parlait d'entreprise. Ton salarié te met une claque, ton salarié vient front contre front parce que tu lui as dit quelque chose ou tu as donné une tâche que ça lui plaisait pas, une tâche à faire que ça lui plaisait pas. Ça s'appelle un licenciement pour faute grave. Tu fais pas ça. Quand tu es suivi par des millions de gens, Lyon c'est un club qui a quand même une notoriété, tu fais pas ces choses-là. T'es regardé par des petits, après il faut pas s'étonner, là il y a de plus en plus de cas au bord des stades où les parents ils agressent à moitié les arbitres ou les adversaires pendant les matchs, sont obligés en amateur de prendre des mesures. Faut arrêter avec ça. Moi je viens du rugby. Le rugby, le capitaine c'est le seul qui peut parler à l'arbitre. Et il faut qu'il parle en mettant les formes. S'il ne met pas les formes, ou s'il y a un joueur qui lui parle et qui n'a pas à lui parler, c'est carton jaune et c'est 10 minutes. À un moment donné, il faut qu'au foot... Et pénalité. Il faut comprendre, quoi. L'arbitre, il est humain, donc il est perfectible, il fait des conneries. Par contre, c'est lui qui mène la danse. Et si ça ne va pas, il faut changer de sport. Ouais, mais exactement, Louis. Moi, je nuance un peu ce propos parce qu'en réalité... Oui, parce que tu es un footballeur, toi. Mais le foot, entre le foot et le rugby, c'est pas tout à fait la même pression, le même niveau nous, on a fiscal. des valeurs, pas vous. Mais c'est vrai que c'est culturel. Effectivement, dans le rugby, il y aura beaucoup plus de culture autour du respect que dans le foot. Mais aussi, il y a quand même beaucoup plus de pression médiatique au foot, beaucoup plus de pression financière, beaucoup plus de pression au niveau des résultats qu'au rugby. Et ça se ressent tout de suite sur le terrain. Après, oui, mais est-ce que ça mérite, je suis d'accord avec toi, Louis, mais est-ce que ça mérite ce genre de geste ? Non, parce qu'un coach, alors, moi je parle des enfants, mais les U11, U13, U15, U17 et U19 de l'OL regardent tous les matchs, j'imagine, à la télé, ou sont même dans le stade, et quand ils voient le coach de l'équipe Fagnon faire ça... Non, mais on peut pas l'excuser, mais il y a quand même cet aspect passion aussi qu'on retrouve beaucoup plus dans le foot que dans le rugby. On le voit bien, il suffit d'aller à Marseille ou à Dortmund, il y a des murs blancs et bleus, des murs jaunes, il y a une pression dans ce stade qui est telle que derrière, les mecs, ils ont qu'une chose à faire, c'est dégoupiller. Après, je suis d'accord, il y a un vrai manque de professionnalisme. Johan ? Alors, il vient de citer les Allemands. Est-ce que tu as déjà vu en Allemagne un joueur ou un entraîneur mettre front contre front avec un arbitre ? Non. Ouais, c'est rare. Non, parce que chez nous, on respecte rien, nous. Nous, tu peux... Demain, c'est quoi ? C'est la calotte, en fait. Ouais. Mais si tu veux, il n'y a aucune volonté. C'est-à-dire là, c'est les arbitres, le syndicat veut une sanction exemplaire. Mais lui, 200 000 € d'amende, parce qu'en plus, il les a. Ouais. Mais lui, interdiction d'être sur les terrains jusqu'à la fin de l'année. Tu vas voir si l'année prochaine, il va recoller son front. C'est qu'à un moment donné, il faut de la vraie sanction, quoi. Ok. Pierre, votre avis là-dessus, vous qui êtes président, est-ce que vous iriez coller votre front sur celui de l'arbitre ? Non. Non, et puis même sur un match là, le match du maintien, il siffle un penalty complètement dingue. On peut avoir des débordements, bien sûr, mais des débordements expressifs. On peut avoir une parole malheureuse, mais la brutalité, non, c'est pas possible. Voilà, parce que c'est un semblant de brutalité. On arrive là, vraiment, on sent que on est au bord, quoi. Et c'est excessif, quoi. Vas-y, Louis. J'en conclus que vous compatissez avec Pablo Longoria. C'est des paroles un peu débordées, mais... Attention, Louis est supporter de l'OM, donc il est pas trop objectif. Question très objective. C'est pour ça que je vous emmène sur ce terrain, d'ailleurs. Non, mais on peut pas juger non plus. Enfin, moi, je me permettrai pas de juger parce qu'il y a des contextes, il y a des moments. Bon, bien sûr que on est tous OK pour dire qu'il faut tout accepter, qu'il faut, mais sur un match un peu tendu, de temps en temps, on a cette passion qui nous anime et on peut avoir des égarements de parole, encore une fois, mais pas. Après, il y a un niveau après dans l'égarement de parole, hein, entre l'insulte et le. De retour sur Logos FM, toujours avec Pierre Guyot. Il est resté, il n'est pas parti, ça veut dire qu'il est bien ici. Et puis Louis et Johan qui sont tout sourire, donc tout va bien
Dans la plus belle émission 100% sport, hein. Voilà, ça c'est sûr. Du ça, monde, y a pas non de doute. Du monde. Ouais, non, c'est vrai. Alors, on a un club proche d'ici, qui est très malade, qui s'appelle le Clermont Foot 63, qui est parti pour descendre en national. Parce que ce que j'ai vu, moi, vendredi, c'est très, très, très inquiétant. Sincèrement. Si ça veut rire, quand on doit gagner 4-1 ? Si tout est au fond. Et le président Schaeffer, c'est le seul qui n'est pas inquiet, en fait. Tous les supporters clermontois s'inquiètent. Les joueurs, ils ont à peu près entre 2 et 3 de tension artérielle en ce moment. Mais le presse, lui, tout va bien. Donc, je sais pas, vous en pensez quoi ? Louis, t'en penses quoi ? Toi, je sais que tu vas de temps en temps au stade Gabriel Montpied. Effectivement, on est abonné. Très déçu, vraiment. C'est courageux d'être abonné encore. Non, mais sincèrement, et je suis très sérieux parce que c'est pas beau. Hein. Écoute, Fabrice, pour être transparent avec toi, on avait misé sur le fait qu'ils remontent en Ligue 1 et qu'on ait encore nos abonnements. Mais ils vont monter, mais en national. T'étais pas bookmaker, toi, à une époque? Et ben heureusement que je me suis pas lancé dans la bourse parce qu'effectivement, je perdrais beaucoup d'argent sinon. Excellent. Mais ouais, non, là, le Clermont Foot et j'ai pas envie d'être aussi alarmiste. Il reste hors de la zone de relégation pour le moment. 1 point d'avance sur Martigues, qui vient de gagner 1-0 à Laval. Ouais, mais la saison est encore longue. Justement, c'est ce qui m'inquiète. J'ai espoir, mais c'est vrai qu'ils sont sur une Parce que tu vas à Guingamp, le prochain match, qui est 5e. Il faut pas compter, à mon avis, le gagner. Non, ça risque d'être très compliqué. Va falloir remettre les yeux en face des trous. Un vrai coup de gueule aussi. Et au-delà du coup de gueule, je pense que ce serait bien qu'il soit vendu ce club quand même. À quelqu'un qui a envie d'apporter un... Il paraît qu'il y a un certain monsieur Pierre Guyot qui est sur les tablettes. Ouais, j'en ai entendu parler aussi, mais faut pas trop en parler. Loin, de bien loin. Johan, t'en penses quoi de cette Bérésina du Clermont Foot en Ligue 2 cette année ? Moi, j'en pense que le président, il n'est pas venu pour un projet sportif. Il est venu pour faire un coup financier. D'ailleurs, il s'en cache pas beaucoup. Ceux qui le côtoient, etc., ils le disent aussi. Ça se voit quand ils étaient en Ligue 1, quand Bayo s'en va. Quand tu vois le recrutement qu'il y a derrière, t'as pas envie de rester en Ligue 1. Mais ouais, c'est à un vrai. moment donné, faut y arrêter. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Mais par contre, oui, il a pris du blé. Mais après, c'est son club, il fait ce qu'il veut. Mais le club a besoin de quelqu'un qui a un projet sportif au-delà maintenant de faire un coup financier. Il a bien géré son truc. C'est soit il a envie que le club reste à haut niveau, soit en effet, faut qu'il le vende. est-ce qu'il a vraiment fait un coup financier en réalité ? Il a pris un. Il a le pris. dit, c'est de notoriété publique. Hein. Il a pris, certes, il aurait pu réinvestir, il a pris, il n'y a pas de problème. Mais il aurait aussi pu revendre le club après la première année de Ligue 1, ou celle où on finit la deuxième, pardon. Ouais. Bah, là, le club, il avait une vraie valeur. C'était à ce moment-là qu'il fallait le vendre. Et là, il aurait vraiment pris. C'était pas juste des dividendes. Là, il aurait pris un sacré billet. Ouais. On connaît un copain qui est actionnaire depuis des années de très peu, hein. Et en fait, même lui, il disait, mais moi, jamais je vendrai mes parts tout de suite. Le club, il est au top du top. 10e de Ligue 1, incroyable. C'était à ce moment-là qu'il aurait fait un vrai coup financier. Pierre, vous en pensez quoi ? On est dans la bourse, là. Ouais. Non, moi, j'en pense que c'est... D'abord... Non, mais en tant que président, vous vendez Bayo, vous vendez Seydou, par exemple, 11 millions à Rennes. Donc les 11 millions, moi, j'ai su que Rennes les avait payés cash. Vous n'allez pas chercher un joueur pour 5-6 millions, un numéro 9 qui manquait, par exemple ? Je n'irai pas sur ce terrain parce que je ne sais pas du tout comment fonctionne le Clermont Foot. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que c'est la vitrine... Lewandowski ? Ah non, je plaisante, c'est un peu trop cher. Vergnat, que nous, on a un partenariat qui est assez solide avec ce Clermont Foot. Hein. On organise des stages régulièrement avec eux. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas trop parler. Non, Ah, d'accord. Moi, je suis Il sur n'y a jamais de l'aspect fumée sportif. sans feu. Et de plus, on a tous été footballeurs, on a tous aussi fait des saisons où ça fonctionne bien, parfois avec de beaux effectifs, on n'a pas de résultats, parfois avec des effectifs qui nous paraissent un peu moins bons en qualité, en technique. Il y a de l'envie. Donc les résultats sportifs, je comprends bien que c'est très ennuyeux. De plus, à leur décharge en ce moment, ils ont quand même beaucoup de blessés, de suspendus, des joueurs cadres. Je pense que ça a une incidence sur un match comme celui de Caen. Je suis convaincu que si on a, avec nos joueurs cadres, on donne une autre image. Parce que c'est vrai que le match que l'on a vu samedi, c'était pas terrible. Et je dirais qu'entre Clermont Foot et le Racing Vichy aujourd'hui, c'est un peu le même combat, quoi. C'est le président du Racing Vichy, il est pas archi optimiste pour la fin de saison. Enfin, quand je dis
pas optimiste. Il reste 9 matchs. J'espère bien qu'on va en gagner quelques-uns pour se maintenir. Mais on perd les 3 prochains, on n'est pas bien. Clermont Foot, ils sont dans la même situation. D'accord, ok. Alors, donc je voulais aussi donner quelques résultats. On va passer sur la SM Clermont-Verne qui a fait une prestation encore, je sais même pas comment la qualifier tellement il me fatigue. Ils ont perdu 31-18 à Bayonne, donc Bayonne reste 4e. Voilà, même quand Bayonne prend son carton rouge, il n'y a rien, quoi. Bon bref, mais Christophe Furios avait dit contre Bristol qu'une équipe était née. J'ai peur qu'elle se soit endormie. Le HBK donc a gagné 26-19 contre Bergerac. Ça c'est du handball féminin. Elles sont premières en D2. À noter aussi que Yann Chaussinan, et je suis content parce que je le connais bien, est champion de France de lancer du marteau avec une performance à 78 mètres 23. Il ne faut pas oublier qu'il a la meilleure performance de l'année. C'était le 1er février à Saint-Denis-de-la-Réunion. Il avait fait 81 mètres 56. Donc bravo à lui. Les Panthères de Chamalières ont gagné 3-7-2 à Cannes. Donc les playoffs sont toujours d'actualité. Et puis comment ne pas parler d'Armand Duplantis, 6 mètres 27 au All-Star Perche. J'ai une théorie là. Énorme. Vas-y, dis. Il paraît qu'à chaque fois qu'il bat son record, il prend 100 000 euros. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, et il tente toujours le centimètre au-dessus. Ouais. Est-ce qu'il vient pas juste prendre 100 000 euros en fait? Ben, ça, c'est une très bonne question. Parce que si tu veux tenter, t'as un peu la grinta et tout, tu tentes 3, 4, 5 cm de plus, tu vois, tu te dis, allez, quitte à battre le record, je tente. Parce que sauf que lui, il fait centimètre par centimètre. S'il pouvait, il ferait demi-centimètre par demi-centimètre, je pense. Ouais. Et c'est une théorie, tu vois. Je me dis, est-ce que il vient pas juste pour faire un peu le show? Et en fait, parce que c'est connu qu'il a une piste chez lui, qu'il se catapulte même par son physique, comme il est fait en fait. Ouais. La perche le catapulte. Ouais. Est-ce qu'en fait, il avait pas battu le record déjà? Ça se trouve, chez lui, il est à 6 mètres, il est à 7 mètres 30, quoi. Vous savez combien il fait au 100 mètres, Armand Duplantis? C'est ça la différence avec les autres. Non. Vous avez 3 secondes. 3. Il fait 12 secondes. 2, 1, 10-37. Ah, j'allais dire 10. Ah oui. C'est énorme. Allez, un petit quiz rapide avant de terminer cette émission. Aujourd'hui, il y a un ancien président d'un grand club de football qui est décédé. Il est décédé ce matin. Qui c'est? Bourgoin. Bravo, 1 point pour Pierre. Comment s'appelle le président du FC Chamalières? Ouais, non mais là... Vous travaillez avec, les gars? Jérôme Valère. Ah, d'accord. Alors là, 0 pointé pour Louis et Johan. Quel joueur de NBA, ça c'est du basket américain pour les novices, célèbre, vient d'avoir 40 ans ces dernières semaines? LeBron James. Bravo, 1 point pour Johan. Qui a gagné le premier Grand Prix de MotoGP? Marquez. Bravo. Allez, 1 point chacun, Pierre et Louis. Quelle est la plus large victoire? Un point, moi, LeBron James. Oui, t'as marqué 1 point, je l'ai dit. D'accord. Okay. Un point chacun. C'est mal suivi, les scores, c'est mal suivi. Quelle est la plus large victoire et la plus large défaite de l'équipe de France de football? Vous avez 10 secondes. La plus large victoire, je dirais 7-0. Non, il n'y a pas longtemps. Bah oui, c'est bien pour ça, s'il y en avait... Ah non, 15 Non. Non, 9. 9-0. Non. 12. 14-0 contre Gibraltar. Bon, c'est moi qui suis le plus près. Ah oui. Et la plus large défaite de l'équipe de France, elle date de 1908 par contre. Mais ça, moi, j'ai toujours su parce que ça m'avait marqué. 6-0. Non, perdu 17-1 contre le Danemark le 22 octobre 1908. Ah, ça fait beaucoup. Et la question subsidiaire, celle qui vaut 10 points. Alors, je ne sais pas si le Gosse FM offrira 100 000 euros. Je ne crois pas, celui qui répond juste. Ah, c'est pas le Gosse FM, le Gosse FM paye ton loyer ou double ton salaire non. Question subsidiaire. Combien de finales de top 14 ASM a perdu? 11. Non. 12. 7. Ouais, 12. Bravo. Johan, 10 points. Est-ce que j'en ai vécu 3 au Stade de France déjà? C'est du vécu, c'était terrible. Bon, Pierre, merci en tout cas d'être venu ce soir. Merci. Vous êtes venu de l'Allier et vous étiez largement en avance. Ça s'appelle de la conscience sportive, ça. J'aime bien être à l'heure. Merci beaucoup à vous et puis merci pour cette belle ambiance. Oui, il y a toujours une belle ambiance. C'est une émission très sérieuse, mais on ne se prend pas au sérieux. Merci à Louis. Mais merci pour l'invitation, Fabrice. Mon petit doigt me dit qu'on te reverra. Avec grand plaisir. Franchement, quand tu veux. Et puis Johan, notre chroniqueur historique. Merci beaucoup, c'était un plaisir de revenir. Il va revenir. Bon, super. Donc n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'émission en replay et en podcast sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. À très bientôt, à mardi prochain. Au revoir. Avec un S à sport. Le Gosse FM.